Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Jean-Paul Duc. Il a vécu une expérience aux frontières de la mort, je dirais plutôt aux frontières de la vie. On se retrouve dans quelques instants au téléphone. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Jean-Paul Duc, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'auditer et bonjour à tous les auditeurs. Alors vous avez vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort. À quelle occasion cette expérience s'est-elle produite ? Déjà, il faut savoir qu'à travers cette expérience, moi j'en ai aucun souvenir parce qu'en fait, l'expérience que je vais vous raconter, enfin ce qui m'est arrivé, en fait je vais vous raconter parce qu'on me l'a raconté, c'est ma femme qui me l'a raconté. Donc le samedi 17 juillet, à 6h du matin, je me réveille en sursaut et apparemment j'ai une douleur en haut de l'épaule. Et donc ma femme décide de me dire, elle me dit viens on va en bas et on prend l'air et tu t'allonges sur le transat et je te mets une couverture et c'est ce qui se passe et je m'endors apparemment jusqu'à 8h du matin. Et je me réveille donc à 8h, ma fille de Jess en fait descend, elle a 14 ans, elle descend pour déjeuner, on fait un déjeuner, un petit déjeuner sur la terrasse, il faisait beau et apparemment il faisait chaud et tout allait très bien, apparemment j'avais perdu ce petit malaise qui m'était arrivé à 6h et enfin tout allait très bien. Et je déjeune et apparemment je fume une cigarette qui remet en place cette douleur. En fait, elle me raconte qu'en fait j'ai de nouveau cette douleur qui apparaît par rapport à la cigarette, donc c'est là qu'elle décide de m'amener directement en fait à la permanence près de Genève. Pour voir éventuellement ce que je pourrais avoir, parce qu'elle était très inquiète. Et donc ils m'ont gardé pendant 3 heures, ce 17 juillet, jusqu'à midi, en fait. Le temps d'arriver jusqu'à midi, ils m'ont gardé. Et ils m'ont fait un peu tous les prélèvements, les prises de sang, l'électrocardiogramme, l'encéphalogramme, tout. Et à midi, en fait, ma femme vient me rechercher chez le médecin. Et elle voit le médecin qui finalise les choses en disant que apparemment tout va bien et qu'il fallait que je me calme et que c'était une crise un peu d'angoisse et qu'il fallait un peu se calmer. De là, on rentre à la maison. Donc on prend sa voiture, on rentre à la maison et elle me dit que je lui demande 100 fois, 200 fois si je l'aimais et enfin une question complètement incohérente par rapport à mon état et on arrive à la maison et elle demande à son fils, on se met à table, il y avait ma fille qui est là, qui était sur son iPhone et enfin sur son internet et elle demande à son fils, donc mon beau-fils à Michael, de descendre. Il était donc 13h30, le temps d'arriver. À 13h30, il descend pour préparer le barbecue, alors que moi j'avais l'air d'aller beaucoup mieux et que les médecins avaient un peu réconforté, on a dit à ma femme que ça allait mieux et donc elle se sentait un peu plus soulagée et moi aussi apparemment. Et Michael prépare le barbecue et il me demande de venir l'aider. Apparemment il avait un souci avec la viande ou je sais pas quoi exactement. Et je vais vers lui et c'est la fumée en fait du barbecue a reprovoqué cette douleur, en fait un peu comme la cigarette. Et cette fumée avait une odeur un peu spécifique du barbecue qui a reprovoqué cette douleur sur lequel je tournais le dos, Mick me tournait le dos et en fait j'ai été dans l'angle de la maison et ma femme est venue vers moi en me disant ça va pas, j'ai dit apparemment, elle me dit que je lui dis que je vomis, j'ai envie de vomir, que je me sens pas bien et que et je tombe dans ses bras et elle m'allonge par terre. Et de là elle appelle. Donc elle est désemparée, elle appelle au secours, elle appelle son fils, elle appelle Michael,
20 ans, elle lui donne les commandes, elle l'appelle, qui vient à son secours, donc il s'approche de moi et donc il met en position de PLS tout de suite, qu'il avait vu une fois à l'armée. Et de là, il demande à sa mère, en fait, juste avant, il avait rentré Jess, ma fille, il l'avait rentré à la maison pour pas qu'elle assiste, parce qu'elle a pas vu en fait ce qui s'est passé réellement, parce qu'elle a pas assisté, il l'avait protégé tout de suite. Et de là, il demande à sa mère de faire le 15, et elle arrive à voir le 15. Le 15 leur demande ce qui se passe, elle raconte un peu ce qui m'arrive, dans l'état que je suis, donc elle explique que j'ai les yeux à la révulse, que je serre les dents, qu'il faut déjà ouvrir la bouche pour pas que j'avale ma langue, enfin tout ça. Et donc ils font écouter le haut-parleur en fait du téléphone pour voir la respiration que j'avais. Et de là, ils disent, écoutez, ben voilà, il est en arrêt cardiaque, il faut faire un massage cardiaque. Le temps que les secours arrivent, il faut commencer le massage cardiaque. Et Michael, qui avait vu ça donc une fois, le premier jour à l'armée, il a fait et le PLS, et tout de suite après, il m'a mis sur le dos, et il a commencé à entreprendre le massage cardiaque. Donc le massage cardiaque, c'est un effort assez prenant, assez fort, assez dur. Et à 20 ans, avoir la sagesse et le comportement avec le sang-froid qu'il fallait pour réaliser les choses, et face à la vision des choses et face au contexte, il a eu un peu le réflexe instantané, ce sang-froid pour lequel il m'a ventilé, il a permis la ventilation de mon corps. Et les pompiers sont arrivés en premier, il leur a fallu à peu près 8 à 10 minutes, le temps d'arriver avec les circulations et tout ce qu'il faut, le temps d'arriver sur place. Donc ils ont repris juste après Michael le massage cardiaque, et le SAMU est arrivé à peu près 5-6 minutes juste après eux, et on continuait en fait ce massage et on commençait les défibrillations. Donc dans le protocole en fait ils disent que le SAMU au bout de 30 minutes, 30-35 minutes suivant l'âge qu'on a, si on fait des défibrillations puis qu'on fait un massage cardiaque, se rendre compte qu'il n'y a pas de reprise cardiaque en fait, normalement c'est pas qu'ils arrêtent, mais enfin bon, ils commencent à pencher la balance en disant écoutez, on va pas aller plus loin parce qu'on a d'autres choses à faire, et c'est normal quoi, il y a un protocole à suivre. Et donc au bout des 25-30 minutes, il demande à Michael si j'étais addict à la drogue ou à quelque chose. Donc non, il a dit absolument pas, ni à l'alcool, ni à la drogue, ni je fumais un peu, je buvais un peu comme tout le monde quoi, mais pas plus que ça. Donc ils ont décidé de continuer en fait par rapport aux sportifs que j'étais, parce que je faisais beaucoup de sport. Et j'étais assez enveloppé, disons, je faisais du tennis, du squash, de la boxe, du body, je travaillais du body, puis je travaillais beaucoup, donc j'étais encore dans un système où tout allait bien, ma vie était bien, mais bon, bien évidemment, on est tous stressés, dans ce stress, enfin bon, c'était comme ça. Et donc au bout de 12 défibrillations de 4000 volts et les 41 mg d'adrénaline qu'ils m'ont injecté dans le sang. Donc en fait, ça consiste à dire qu'ils ont injecté toutes les poches d'adrénaline des pompiers et du SAMU, ça veut dire qu'ils n'en avaient plus. Ils ont dit à Michael d'aller chercher sa mère, en fait. Il était chercher Nina, elle s'est approchée du docteur et il a fait un signe de croix de la main en disant c'est terminé, quoi. Et ça a duré exactement 1h30. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est ça le drame, tout ce drame est un drame, mais donc ça a été très 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 long. Donc ils ont commencé à ranger le matériel, à sortir la housse parce que c'était terminé. Donc c'est à ce moment-là en fait que ma femme a pu venir sur moi, sur mon corps, mais après ils l'ont retirée, donc ça a duré quelques secondes en fait, le temps de la retirer pour s'occuper d'elle et voilà. Et donc on commence à ranger tout ça et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Michael était en face à moi en fait, mais il me regardait pas. Il était en face de moi, mais il me regardait pas. Il discutait avec un jeune à côté de lui, qui était un jeune du SAMU ou du pompier, et il se rappelle plus exactement si c'était du pompier ou du SAMU, avec qui il avait plus ou moins sympathisé pour l'aider un peu dans ce qu'il a produit comme effort et dans le drame quoi.
Et en fait, Michael, en fait, a eu l'instinct de regarder, l'instinct, je vais vous expliquer, mais l'instinct de regarder vers moi, et en fait, il a vu un peu mon diaphragme bouger. Il a dit au petit jeune qui était à côté de lui, il a dit ça a bougé, il a vu aussi, il a appelé le médecin-chef, et donc ils sont revenus sur moi, ils ont recontinué le massage cardiaque, ils ont vu que mon cœur commençait à repartir. Et donc ça devait être à 10, 5, 10, 12, 15, et de là ils ont décidé de me déporter à Annecy, et voilà quoi. Et vous, pendant ce temps-là, vous étiez où? Votre conscience? C'est la bonne question en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que pendant ce temps-là, bien évidemment, mon corps était allongé et en recevant des défibrillations, j'ai absolument aucune douleur. J'ai rien senti, rien ressenti. La seule chose que maintenant, bien évidemment, je sais, et surtout je me souviens, c'est tout ce qui m'est arrivé en fait pendant cette heure et demie. C'est ça le plus important. On va dire ce qui est le plus surprenant. Voilà, le plus important pour certaines personnes, mais pour moi c'était difficile à vivre et vraiment à supporter et à concevoir, parce que c'est quand même un truc qui est un truc de fou quoi. Voilà, j'ai vécu en fait cette mort. Faut savoir que dans la mort, on vit. On n'est pas tout seul. Et puis c'est une espèce de vie quoi. En fait, mon corps était allongé et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé assis. Mon être s'est retrouvé assis parce qu'aujourd'hui, je détache mon corps de mon être, bien évidemment, parce que bien évidemment, pendant 46 ans que j'étais normal, disons, comme tout le monde, auquel mon corps et mon être faisaient qu'un. Je me rendais pas compte que mon être, je pouvais se détacher de mon corps, parce qu'on n'y songe pas, on vit notre vie et on a un chemin à tracer. Et là, d'un seul, mon corps est allongé, mon être se retrouve assis et je vois ces énergies lumineuses qui sont tout autour de moi. Mais donc qu'est-ce que vous appelez les énergies lumineuses? Ce que j'appelle les énergies lumineuses, en fait, c'est toute l'énergie qu'un être humain dégage, parce que il y a toute une espèce d'énergie autour de lui. On peut appeler ça comme une pile électrique, quoi. Un être humain, c'est un robot, on lui met une pile, donc il y a une énergie, et en fait, voilà, il bouge, il réagit, il réfléchit, il mange, voilà. Et donc tout ça, en fait, ça fait qu'à travers cette mort, on se rend plus compte on a perdu le sens du physique, quoi, de la vision physique, mais on a une vision qui est en fait énergétique. Donc je voyais ces énergies qui se déplaçaient tout autour de moi pour essayer de me réanimer, parce qu'on en a conscience. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, j'étais tellement bien là où j'étais que j'avais envie de leur dire, mais laissez-moi tranquille, quoi. Et de là, au bout d'un certain temps, parce qu'on perd l'espace-temps, on perd la notion de comptabilité, on perd la notion de visuel logique, quoi, que j'ai maintenant, que je retrouve maintenant et qu'on a tous. Et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, il y a une lumière qui apparaît, c'est une lumière énorme. Donc on retrouve ça dans nos EMI, dans tous ceux qui ont vécu ces expériences. Le tunnel. Le tunnel, donc c'est une lumière qui est magnifique, qui est belle, qui est magique. Et ce tunnel, en fait, il est rond parce que la lumière est ronde, donc on va appeler ça un tunnel, parce que mais j'en tire des conclusions assez sereines de tout ça et assez scientifiques, dans le sens où moi j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout porté sur le tragique de l'EMI, ni sur la médiumnité, ni sur ces choses-là, quoi, parce que j'étais plus du côté cartésien et mathématique. Déjà, j'avais déjà un travail qui comptait beaucoup, parce que j'étais responsable d'une agence sur Genève, pour lequel je faisais du bâtiment. On faisait du bâtiment, donc tout ce qui était menuiserie, vitrerie. Donc il y a pas mal de choses à faire au niveau de vie, comptabilité et commercial et compagnie. Et donc j'étais plus dans un univers normal et stressant que dans ces expériences-là. Et cette expérience-là, aujourd'hui, voilà. Et, ce que je dis à mon grand regret, c'est que
j'ai dû la vivre. Et pour moi, c'est quelque chose que, voilà, à 46 ans, j'étais dans la fleur de l'âge, j'étais bien, quoi, dans ma vie, et j'avais pas de soucis là, j'étais pas malade, j'étais en pleine forme physique, j'étais en pleine forme moteur, oui, tout allait bien. Et, voilà. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé face à une lumière, donc une grande lumière, belle, lumineuse, magique, magnifique. Et puis, on est venu me chercher, donc en fait, mon être s'est déplacé vers cette lumière, parce que c'est un peu comme un principe d'aimant, un peu comme un magnétisme, un champ magnétique énorme, aimanté, et on s'attire vers cette lumière, et vous voyez tout ce qui se passe en bas, mais votre être en fait monte vers cette lumière, et au moment où vous allez partir, où vous devez justement passer ce cap que j'aurais dû passer sans jamais revenir, il y a eu cette main qui est venue me chercher, et qui, voilà. Alors c'était une main comment? Une main lumineuse? Une main comment ça? Voilà, en fait c'était un être lumineux, donc on va dire que c'était un ange, parce que en fait, voilà, les mots humains sont difficiles à l'interprétation, parce que j'ai pas les mots. Il y en a qui disent des guides spirituels ou des choses comme ça. Oui, mais disons que là, j'étais vraiment... Enfin, voilà, après, j'ai pas les mots comme vous les avez. Moi, c'était vraiment un être lumineux qui est venu vers moi, qui m'a pris la main et qui m'a dit, viens, on s'en va. Et cette main, en fait, je l'ai tenue, mais du bout des doigts, comme un crochet. Vous fermez vos doigts, juste vos phalanges, et je me suis retrouvé comme un crochet. Parce que on venait d'habiter dans cette maison, moi j'étais amoureux de ma femme, et red dingue de ma femme, et j'étais en pleine forme, et voilà, et j'avais aucune raison de mourir à cette heure-là. Et franchement, au moment où ma femme, je vais aller dans l'ordre, parce que des fois je me perds un peu dans tout ça, faut bien comprendre. Donc quand cette main m'a attiré et monté, c'est au même moment que ma femme est arrivée près de moi, où Michael a ramené Lina près de mon corps, qui s'est jeté sur moi. Ça m'a fait une grosse chaleur. J'ai senti mon corps avoir une grosse chaleur. Parce qu'en fait, cet être lumineux, ma femme, a ce magnétisme beaucoup plus fort que les autres. On retrouve un champ magnétique qui est beaucoup plus fort. Donc c'est cette lueur qui est arrivée près de moi, c'était quelque chose qui était beaucoup plus fort que les autres, par rapport aux médecins, par rapport aux gens qui étaient autour de moi. Donc quand elle s'est jetée sur moi, ça m'a fait un choc chaud, énormément chaud, et quand on l'a retiré de moi, ça m'a fait un froid, comme voilà, et un froid glacial. Et quand j'ai senti ce froid glacial qui a fait comme une espèce d'onde et de choc thermique dans mon être, et ben c'est là que j'ai décidé de ne pas partir. On a le choix de ne pas partir. Mais bien évidemment, ce qui se passe, c'est que comme j'écoute dans toutes ces expériences de mort imminente, et on retrouve facilement un peu les mêmes thèmes, parce que ça maintenant je regarde un peu plus souvent, parce que voilà, ça m'intrigue un peu qu'on me comprenne, et que je comprenne aussi également pour moi les choses. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lâché cette main, on a essayé de me rattraper, bien évidemment, parce que vous quittez pas la mort ni la vie comme ça, c'est bien clair. Donc j'ai décidé de lâcher, de laisser tomber, et au moment où on est venu essayer de me rattraper, ben moi je me suis retrouvé dans un espace-temps encore complètement différent. Pour comprendre bien le schéma, en fait vous avez mon corps, mon être qui sort de mon corps, après je vais vers cette lumière, cette main, je lâche cette main et je me retrouve entre la main où j'aurais dû passer cette frontière et la vie dans mon corps. Et de là, j'ai un gros souci, un gros problème, c'est que je ne peux pas retrouver mon corps. C'est impossible de le retrouver. C'est quelque chose d'assez fou. Donc, j'ai commencé à faire à la vitesse de la lumière, mais la trajectoire de mon esprit a fait le tour de la maison, en cherchant quelque chose, en cherchant Lina. Je cherchais quelqu'un sur qui m'accrocher. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez une vision de certaines choses? Oui, on a une vision qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on se rend compte des couleurs, on se rend compte des choses, on voit les choses, mais on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'enfer. C'est là, l'enfer. C'est là. C'est le problème de vivre là, sans l'amour, sans que les autres le sachent. Voilà, c'est ça. Et de là, pour retrouver mon corps, il s'est passé une chose fantastique et formidable, c'est que mon frère qui était décédé en 2008, Pascal, qui s'est lui suicidé, qui n'a pas pu partir, parce que quand on se suicide on ne peut pas partir, parce que c'est pas une délivrance, il me l'a expliqué,
Et donc aujourd'hui, on pourra en parler du suicide, c'est pas un problème. Et j'ai retrouvé également mon père, qui lui n'était pas parti pour sa fille. Enfin, c'était assez compliqué. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé sa fille. Aujourd'hui, au bout de 40 ans que je ne l'avais pas vue. Voilà, c'est une chose qui s'est enchaînée. Et mon frère et mon père étaient là, présents. Mais là, je les ai vus comme je vous vois. Et eux m'ont fait retourner dans mon corps, m'ont poussé dans mon corps. Là, j'ai réintégré mon corps. Et Pascal a mis une grande gifle à Michael, en fait, pour qu'il tourne la tête et qu'il voie mon bout de diaphragme bouger. Parce que le gamin de 20 ans, l'adulte de 20 ans, il se pose encore, et je lui ai expliqué pourquoi, mais il se posait la question pourquoi il a tourné la tête. Il n'avait aucune raison de tourner cette tête vers moi. C'est la clé du mystère, nous sommes en compagnie de Jean-Paul Duc. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Jean-Paul Duc, qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Ce que vous êtes en train de me dire, là, ça me fait penser un peu à l'expérience de Pamela Reynolds. Elle est allée dans la lumière, elle a rencontré des membres de sa famille et qui lui ont dit « Ton heure n'est pas venue, il faut revenir dans ton corps physique ». Et on l'a raccompagnée à son corps et on lui a dit « Vas-y, saute, c'est comme de sauter dans une piscine ». Et hop, elle s'est retrouvée dans son corps et j'ai l'impression que c'est son grand-père ou enfin les personnes de sa famille qui l'ont, entre guillemets, poussée. Alors je rejoins, je connais pas cette dame et j'ai pas lu son livre parce que de toute façon maintenant je peux plus lire et je peux plus écrire parce qu'il m'est resté des séquelles par rapport à ça, mais j'adhère complètement à ces images parce qu'en fait quand on doit retourner dans son corps, c'est ça le problématique en fait, c'est pas le fait de mourir, on meurt tous, on a le choix de partir parce que quand on est âgé, fatigué, qu'on a accompli sa vie jusqu'au bout, on a le droit de partir en paix, on a le droit de partir dans la sagesse et dans la pureté. Quand on subit un accident, on a le droit de partir parce que notre corps est malade, quoi. Il a souffert, il a été brutalisé dans un accident. Quand on a une maladie à vie qui nous perturbe et qui nous enflamme, on a envie de partir parce que ça nous soulage et tout ça, c'est une réalité. Moi, la seule différence, c'est... Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais vous êtes revenu. Oui, je suis revenu parce que j'avais pas ces souffrances, déjà. J'étais en plein équilibre. J'avais une vie d'amour saine. Je veux dire, d'amour physique. Et avec ma femme, c'était un amour très, très, très fort. Et je dis pas pour les autres que c'est pas si fort. C'est pas ça. C'est qu'elle était présente ce jour-là. Elle aurait peut-être pas été présente. Peut-être que je serais pas revenu. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui. Tout ça, en fait, c'est un concours de circonstances qui font que on a cette solution, mais si elle n'avait pas été là, je pense pas qu'il y aurait eu des gens assez puissants pour me faire revenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça une chose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après ça, pour retrouver mon corps, il fallait une force. Et c'est là que les gens, comme vous citez cette femme, en fait, ces êtres chers disparus viennent vous dire vous n'avez rien à faire en fait dans ce milieu entre la mort où vous auriez dû partir et retrouver votre corps parce que vous êtes quelqu'un qui était bien, quoi. Vous n'avez pas de raison de mourir et de rester comme ça. Si j'avais choisi de partir, je serais parti. Voilà, c'est tout. Personne n'aurait pu venir m'aider. Pour retrouver son corps, on a besoin de ces gens-là. Et ces gens-là, en fait, sont restés là. C'est des gens qui ne sont pas partis, c'est tout. C'est clair pour moi, c'est très limpide et ils avaient des messages à me faire passer. Donc, après, on m'a héliporté à Annecy et bien évidemment, je suis resté 1 mois et demi en réanimation. J'ai fait des dialyses de 10 heures. Enfin, mon corps a subi des dommages innommables et quelque chose de très, très, très lourd à supporter. Et c'était des douleurs physiques intenables et mentales. Il fallait une force énorme. Et les docteurs, en fait, disaient à ma femme que de toute façon, je ne verrais pas la vie, c'était pas possible. 1 heure et demie, c'était impossible.
Pour eux, c'était limpide. 1h30 derrière, c'était impossible de revenir. Ou alors, la seule chose qui pouvait rester, c'était le légume allongé sur son lit, sans bouger, et respirer, quoi. Donc, ils m'ont plongé dans le coma. Je me suis réveillé de ce coma. Mon premier mot était bébé, je t'aime. Mon premier mot, j'avais le masque à oxygène sur la bouche avec le sang qui coulait. Et ma femme m'a dit, tu t'es réveillé avec les yeux du crocodile dans le coma. Et le premier mot, c'était bébé, je t'aime, comme une continuité, en fait, du fait que je lui demande 150 fois dans la voiture si elle m'aimait. Ouais. Et au réveil, et c'est là que je dis que c'est... Et c'est ça, cette phrase-là qui explique le tout, le pourquoi. Et en fait, tout le monde a compris pourquoi je n'étais pas parti. C'est cette phrase-là qui est importante pour moi. C'est une explication tellement logique et pure, voilà, c'est comme ça. Oui, en ce qui concerne par exemple Nicole Dron, avec qui j'ai fait une émission justement, elle disait que de l'autre côté, elle était très très bien, elle voulait plus revenir, mais elle a pensé d'un seul coup à son mari, à ses enfants, et elle a dit je ne peux pas, il faut absolument que je redescende pour eux. Bien sûr. C'est universel quelque part. Oui, bien sûr, c'est le fait en fait qu'on ait le choix. Il y a des choix qu'on peut faire. Maintenant, c'est clair que dans un accident très grave, on n'a pas envie de revenir parce qu'on se voit, donc on voit notre être, on le voit. Moi, j'ai vu ma tête saigner, j'ai vu à force des défibrillations mon corps bouger dans tous les sens et la tête qui tapait par terre, elle saignait, mais c'était rien de dramatique, quoi. Et j'ai vu mon corps que voilà, j'étais en pleine forme, mais c'est vrai que il y a des êtres très très forts qui vous permettent en fait de partir ou pas partir. Mais après, il faut avoir un autre être pour venir dans votre corps. Et ça, c'est une réalité, c'est comme ça. Et on n'a pas le choix. Donc moi, je suis revenu dans mon corps et après, on m'a amené en réanimation. Je me suis réveillé dans le coma. J'ai fait bébé, je t'aime. Et après, je suis resté 1 mois et demi en réanimation. Et c'est là que j'ai écrit le livre. En fait, j'ai parlé à ma femme de son histoire qu'elle a vécue. Plus, je lui ai raconté une histoire qu'elle comprenait, mais qu'elle n'était pas là. Oui, tout à fait. Mais elle l'a très bien compris dans le sens où elle a vu tout ce qui s'est passé. Elle était spectatrice de ce qui s'est passé. Ça veut dire que pour elle, c'est la balle de ping-pong. On lui dit le matin, je suis pas bien, après je suis bien, après je suis mort, après je vais bien, après les médecins là-bas disent que je vais mourir, voilà. Donc ça a été vraiment la balle de ping-pong. Et de là est né ce livre, Entre la vie et la mort, mon cœur balance. C'est clair, j'ai voulu faire ce livre par rapport à ça. Alors de l'autre côté, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir une conscience beaucoup plus développée qu'ici? C'est ce que disent les expérienceurs en général. Voilà, de l'autre côté, c'est pas qu'on a une conscience. Déjà, on n'a pas la conscience réelle des choses. C'est pas une conscience, c'est comme une autre vie en fait. C'est pas une renaissance non plus c'est pas une renaissance, mais c'est comme une continuité de la vie ou de la mort ou un début de la mort. Mais c'est quelque chose qu'on voit, on sent. C'est pas une vision la même qu'on a nous ici. Mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas une prise de conscience, il y a une force, on a une force, un ressenti, très très sensible, et en fait je sais que si j'étais pas parti et que si j'avais pas pu regagner mon corps, je serais sur le dos de Lina aujourd'hui, je serais à côté d'elle, et elle ferait pas son deuil de moi parce que en fait je suis pas parti. Voilà, beaucoup de gens viennent me voir par rapport à ça parce qu'ils sentent une présence. Parce que la présence existe, le fait de ne pas partir, c'est une présence. En fait, on veut aider les autres, ceux qui ne partent pas veulent aider les autres, mais en fait, le problème, c'est toujours le même paradoxe, c'est qu'en fait, les autres se délivrent pas, ne font pas le deuil de cette personne, et en fait, elle reste près d'elle toute leur vie, quoi. Parce que beaucoup d'expérienceurs disent, je vais prendre le cas de Nicole Dron, puisque j'ai fait 3 ou 4 émissions avec elle, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Disait que, elle avait une conscience démultipliée, elle prenait conscience de tout, on lui a fait, c'est-à-dire qu'elle a dû faire toutes les phases, je pense, de la NDE, et elle disait qu'elle avait retrouvé des amis, elle avait retrouvé de la famille, elle avait retrouvé des gens qui lui ont d'ailleurs fait des prédictions sur une 30aine d'années quand même, qui se sont tous révélées exactes, des prévisions même personnelles. Et elle disait aussi que, je cite ces mots, elle a dit quand je suis arrivé de l'autre côté, c'était la gloire des gloires. Elle a dit 1000 soleils se levaient en moi. Je prenais conscience de qui j'étais, et quand je lui pose la question, mais l'amour ici sur Terre et l'amour de l'autre côté, elle a dit,
indescriptible. Elle a dit même le plus grand amour qui puisse exister sur Terre, de ses enfants, de n'importe qui, c'est rien. Est-ce que vous avez eu ces sensations? Alors, oui, bien sûr, mais bon, moi, je définis pas tout à fait de la même façon. Il y a une chose de certaine, en tout cas, c'est que cette lumière, c'est l'amour, et c'est le plus bel amour que l'amour de toute la vie. Ça, c'est vrai. C'est une chose qui est magnifique, mais c'est notre propre mort. Donc, si on prenait un peu plus conscience de notre propre vie, déjà, peut-être qu'on la vivrait déjà peut-être un petit peu mieux dans notre société. Déjà, ça, c'est une grande chose à comprendre, parce qu'en fait, on passe tellement à côté de notre vie, à côté de nos chemins, qu'on se rend même plus compte qu'on est vivant et qu'on pourrait aimer un peu plus les uns les autres. C'est sûr. Ça, c'est clair. Je dis pas aimons-nous les uns les autres, on est tous frères. C'est pas ça que je veux dire. C'est que prenons-nous un peu en main et réfléchissons un peu à ce qu'on est et ce qu'on peut être et ce qu'on est surtout pas. Voilà. Donc, déjà dans ma vie, déjà ça fait une grande part de philosophie de cette expérience, de cette expérience qui est pas une expérience sage, c'est pas quelque chose de mérité, c'est quelque chose que j'ai vécu et que de toute façon j'ai pas le choix. Donc j'en tire une bonne leçon et une bonne conclusion de cette expérience par rapport à la vie, parce que la vie est quand même plus fort quand on la vit, plus fort que l'amour, que la mort. Et l'amour, c'est vrai qu'il est plus beau dans cet univers de mort, parce qu'on se retrouve seul avec des gens qu'on aime. Et bien évidemment, on n'a pas tout ce contraste de notre société pour lequel on vit, on matraque notre société. Et la vie, mais moi, quand je suis... je sais pas si ces personnes ont fait de la réanimation, mais... moi, non, pas de réanimation. Non. Voilà, moi j'ai vécu 1 mois et demi de réanimation. Je peux vous garantir que la première fois que je suis sorti dehors, la première fois que j'ai pu respirer l'air pur de dehors, parce que vous savez, c'est tout synthétisé dans ces hôpitaux, voilà, c'est comme ça, c'est stérile. Et quand j'ai pu ressentir l'air frais et voir les montagnes, je peux vous garantir que j'ai pleuré comme un enfant et comme un bébé. Et je me suis dit, mais la vie, elle est belle. La mort est très belle pour nous, mais la vie, si on pouvait la vivre tous comme il faut, on serait heureux. Maintenant, c'est vrai que la beauté de la mort, c'est une chose qui est rassurante, qu'il faut surtout pas avoir peur de la mort, parce que la mort, c'est quelque chose qui est une continuité de la vie, ou une finalité, entre guillemets, de la vie, mais c'est un nouveau commencement d'autre chose, et il faut pas en avoir peur, parce que c'est magnifique. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que finalement, quelque part, la mort n'existe pas, c'est simplement qu'on vit 2 versants de la vie? On peut dire ça comme ça, bien sûr. Maintenant, moi, je vous pose la question, est-ce qu'on est vivant aujourd'hui, est-ce qu'on est mort? Ah oui. Mais franchement, tout à fait. Je pose cette question. Non, mais sachez-le, faut le savoir. Je sais pas dans quel monde, en fait, je suis entre parallèle entre la mort et la vie. Voilà, c'est une question auquel je me pose encore et que j'ai pas fini de me poser, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'on est mort aujourd'hui. On est tout à fait mort. Et il est vraiment important, surtout dans nos sociétés aujourd'hui, d'avoir des gens solides autour de soi pour tenir le coup. Ah de toute façon, moi je sais que ma femme m'a donné une force énorme par rapport à ma vie, à accepter à me rééduquer, parce que j'ai quand même fait 1 an de rééducation, et pendant cette année de rééducation, elle a toujours été là, elle est présente, et sans elle, j'aurais jamais tenu, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a quand même des gens qui sont très forts et qui sont très puissants à côté de nous, et qu'il faut en prendre conscience. Et aujourd'hui, donc, quelles sont les conséquences au jour le jour de cette expérience? Aujourd'hui, en fait, c'est 17 cachets par jour. Avant, c'était 22. Maintenant, c'est tombé à 17. Et j'ai plus l'espace-temps. L'heure, je sais pas quelle heure il est. J'ai du mal à écrire ou à lire. Et voilà, il me reste des séquelles assez de temps temporel et d'espace-temps. Ça, je peux pas. Si vous me projetez dans 5 jours ou dans 4 jours, je sais pas c'est quand exactement. Et de me repérer un peu dans les trajectoires, j'ai du mal, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que vous récupérez de jour en jour, quand même? Je récupérais déjà beaucoup, oui, mais même... Parce qu'avant, je pouvais même pas monter les escaliers, je pouvais rien faire, quoi. Je pouvais plus me laver les dents, je pouvais plus manger, je pouvais plus rien faire. J'étais vraiment impotent de chez impotent. Je me suis retrouvé avec des gens de 80 ans, 90 ans à faire des petits exercices, alors que 2 mois avant, ou 3 mois avant, ou 4 mois avant, je jouais 2 heures de tennis et voilà, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dû faire ce témoignage dans le livre, parce que les gens... moi, j'avais besoin de faire ce témoignage, et les gens ont besoin d'écouter ce témoignage et de lire ce témoignage, parce que c'est un témoignage qui est prenant, et moi, je reçois énormément de gens qui me disent que le livre est beau, et bien écrit, et que c'est facile à lire, et que c'est compréhensible, et
Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore d'autres questions qui se soulèvent, auxquelles j'ai d'autres réponses. Mais autant quand je faisais le livre, je sortais à peine de l'hôpital et voilà quoi. Donc je n'avais pas encore tout ce que je sais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une porte ouverte sur la mort, bien évidemment, et cette porte-là, elle est fragile et elle n'est pas refermée quoi. Elle ne se referme pas complètement, elle ne se refermera jamais. C'est la clé du mystère, nous sommes en compagnie de Jean-Paul Duc. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Jean-Paul Duc, qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE. Alors, une question récurrente que nous adressent les auditeurs en général, à savoir, est-ce que l'on peut dire, quand on a vécu une NDE, que l'on a la certitude, la preuve absolue d'une vie après la vie? Ah oui, complètement. C'est une pure et dure et belle réalité. Voilà. C'est bien clair. C'est bien... Même avec mon plus grand charisme et plus grand côté scientifique des choses, c'est une réalité. Alors, c'est une question récurrente, hein. On nous la pose souvent. Ben oui, mais c'est une réponse que je peux apporter. Voilà, c'est une réponse pour laquelle je peux me donner une définition et en fait, parce que j'ai vécu quoi. Ouais. Et quand on l'a vécu pendant le temps que j'ai vécu, c'est très long et c'est très grand et c'est très beau, mais voilà, ce qu'il faut éviter, c'est le suicide, et ce qu'il faut pas surtout éviter, c'est les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience que le suicide, c'est pas une évasion à la vie. Tout à fait. Et c'est bien au contraire un problème, parce qu'en fait, mon frère est venu donc m'aider en fait à l'hôpital. Ça, c'est pour que je m'en sorte, pour que j'ai ces capacités, que je retrouve ces capacités, c'est que Pascal, en fait, pour se délivrer, est venu m'aider à retrouver mes capacités physiques, pour que lui puisse partir. Oui, si on est là, hein, c'est pour quelque chose. Bah, c'est pour vivre et puis pour faire partager, et puis on a tous un chemin à tracer et un chemin à vivre, et c'est une évidence, et on est tous là pour quelque chose, malgré nos souffrances, malgré nos sociétés, malgré nos difficultés. C'est comme ça, on doit le prendre avec la vie et puis croquer la vie à pleines dents et la vivre du mieux qu'on peut. Alors votre livre, on peut le trouver où? Alors mon livre, on peut le trouver à Monaco, il me semble qu'il est en vente... Aux éditions du Rocher, non? Non, les éditions c'est À tout cœur, voilà, c'est mon auto-édition. Oui. Mon livre s'appelle Entre la vie et la mort, mon cœur balance. Oui. C'est un livre que j'ai vendu maintenant en 6000 exemplaires, en 2 mois et demi. C'est un livre qui se trouve sur mon site, www.mon-cœur-balance.com. Oui. On peut le trouver également dans tous les magasins Carrefour. On peut le trouver chez Cultura à Puget, et on peut le trouver dans toutes les librairies s'ils le demandent. Par mon site, ils peuvent l'avoir. Et à Monaco, il me semble qu'à la FNAC, à Monaco, il y est. On peut le trouver à la FNAC. D'accord. Comment réagissent justement les personnes qui ont lu votre livre? Alors, jusque maintenant, j'ai eu de très 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 bons retours. J'ai pas tous les retours de tout le monde. Il y a des gens qui sont abstenus de dire des choses. Il y a peut-être des gens qui ont polémiqué sur certaines choses. Mais jusque maintenant, je sais que j'ai jamais eu de choses mauvaises. Au contraire, ils me disent tous que, d'après ce que j'en sais, d'après ce que j'en ai comme retour, c'est que les gens disent que c'est un bel ouvrage dans le sens où il est facile à lire. Il y a des réponses, il y a une culture et il y a une vision qui est un peu différente, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient très très peur de la mort et ils ont une vision différente, et ils ont pas toutes les réponses à toutes leurs questions, parce que je suis pas Dieu ni Jésus, on est bien d'accord, mais je donne certaines réponses à ce qui s'est passé de l'autre côté, et ça leur apporte un réconfort par rapport à leurs disparus, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur chemin de vie, par rapport à leur réconfort. Et ils trouvent très bien. Voilà, j'ai des très très bons retours jusque maintenant, et on peut l'écrire sur le site d'ailleurs, parce qu'il y a un côté forum où les gens laissent des messages. Tout le monde ne veut pas laisser un message parce que tout le monde ne veut pas se faire voir. Enfin, je sais pas, après chacun a sa personnalité et son courage, mais je sais que j'ai des très très bons retours, et tous les journaux en parlent, et
Et à Monaco, j'en ai vendu beaucoup. Et dans on a fait Varme matin, Nice matin. Et à Toulouse, j'ai de la famille. Et voilà. Et je suis content qu'ils entendent ça. Et ça me fera plaisir que tout le monde puisse se trouver. Est-ce que vous avez rencontré d'autres expérienceurs, justement, qui ont vécu des NDE? C'est une bonne question, parce qu'en fait, mon meilleur ami, qui est Julien Gargal, il est mort 17 minutes. Et on est amis maintenant. On est devenus amis très proches depuis ça. Et j'ai rencontré énormément de gens qui ont vécu ça, et je reçois énormément de témoignages de gens qui ont vécu ça. Ça, c'est bien clair. Et qui se sont tus jusque maintenant, qui n'ont rien dit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens. Il y a quand même, dans les arrêts cardiaques, il y a quand même 180 000 cas par an, donc 42 000 morts. Il y a quand même des gens qui ont vécu des choses assez étonnantes et étranges, et qui pour moi me parlent aujourd'hui facilement, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que j'en rencontre beaucoup. Oui. Vous avez rencontré Sonia Barcala? Non, je l'ai pas rencontré, on s'est vu au téléphone 2-3 fois, avec le docteur Charbonnier que j'ai Ah oui, Jean-Jacques Charbonnier, oui. Voilà, lui j'ai rencontré, on s'est rencontré à TMC. Sonia Barcala, je sais que je l'ai eu 2-3 fois au téléphone, et je sais qu'ils font une grosse chose à Marseille, mais bon, moi je sais pas si je vais y assister ou pas, je pense pas, j'aurai pas le temps. Mais voilà, mais c'est très bien, c'est des gens, voilà, on est un peu dans le même global, et on voit un peu les mêmes choses, et je suis bien content. La seule différence, c'est que moi, voilà, je l'ai vraiment vécu de moi, et le livre est sorti pour expliquer vraiment à nouveau ce qui s'est passé, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui? Oui, j'ai des gros projets. Bon, déjà, à travers le livre, il faut savoir que je reverse un don pour apprendre aux gens les gestes qui sauvent. En fait, c'est un kit mini-âne que je vends sur le site. C'est une boîte qui fait 60 cm par 30 et par 6 cm d'épaisseur, qui peut se ranger dans n'importe quelle armoire. Et puis, à l'intérieur, il y a une poupée gonflable pour pratiquer les massages cardiaques, et un DVD à l'intérieur qui explique comment on fait et comment fonctionnent les défibrillateurs. Et en fait, il y a tout l'ustensile pour voir un peu comment ça se passe et comprendre un peu le système du massage cardiaque. Et je crois que dans nos sociétés, c'est important de le faire et de le dire. Et en plus, je vais dans les écoles pour parler de mon témoignage, parce que je reçois beaucoup de demandes, et puis de pratiquer ces gestes qui sauvent. Et donc, à travers ce livre, je reverse des dons pour mettre en place des gestes qui sauvent dans toute la France. Quand vous allez dans les écoles, comment le récit de votre expérience est perçu par le personnel scolaire et puis aussi par les enfants? Alors bien évidemment, il y a une stratégie à adopter qu'on a établie avec le rectorat, bien évidemment, parce qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi, on peut pas lancer des choses comme ça. C'est un gros pavé dans la main, en fait, et donc avec les élèves, la dernière fois ça s'est passé, c'était à Chambéry, il y avait 36 élèves, et donc ça s'est très bien passé. Je leur ai expliqué un peu, ils m'ont posé beaucoup de questions, parce que c'est assez ludique, et je les fais un peu participer aux choses. Donc je raconte un peu ce qui m'est arrivé déjà en tant que personne, et par rapport à l'accident, je leur parle de l'accident, après je leur explique un peu ce qui s'est passé de l'autre côté, sans trop, en leur laissant le choix de lire le livre et puis de découvrir un peu plus les choses, et sans trop vouloir les gêner ni les brusquer, mais j'attire surtout leur attention sur le fait qu'ils me posent des questions et auxquelles j'apporte certaines réponses qui sont assez pertinentes. Mais on va doucement, et il y a les professeurs et les proviseurs qui sont là, et voilà, c'est une échelle qui se passe, et moi et après on parle des gestes qui sauvent, et donc ils sont très 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 demandeurs. Parce que par rapport à l'expérience, je pense que c'est une bonne démarche, parce qu'il n'y a rien de plus traumatisant pour un enfant de ne pas savoir ce qui se passe, et surtout de dire à un enfant profite de la vie, quand on te met dans une boîte c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus traumatisant, quelque part. Bien sûr, voilà, oui, mais justement c'est pour ça que c'est pas ces mots-là exacts, c'est des mots beaucoup plus simples, et leur dire qu'ils profitent de la vie, c'est bien clair, et leur dire qu'ils ont beaucoup de choses à faire dans la vie, et qu'ils profitent un peu les uns des autres, et puis qu'ils ont une autre vision un peu des uns et des autres. Et puis c'est important par rapport au message d'amour, je pense que c'est important,
et par rapport aux gestes qui sauvent, par rapport à leurs parents ou leurs connaissances, et élargir un peu leurs connaissances. Et je crois que voilà, il faudrait j'ai envie de lancer une pétition par rapport à ça pour atteindre jusqu'au gouvernement et voir comment on peut faire pour que je puisse intervenir dans un peu plus de lycées. Voilà. Non, parce que on dit faut parler de la mort aux enfants, oui, mais à condition d'en parler correctement, parce que c'est quand même assez traumatisant quand vous entendez des parents ou des personnes dans la société qui vous disent il n'y a plus rien après. Donc pourquoi, s'il n'y a plus rien après, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est traumatisant, ça. Hein. C'est pour ça que en fait, ils me demandent de venir aussi témoigner par rapport à ça, pour leur dire qu'il y a quelque chose après. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas une très vite conscience. Hein. Vous savez, l'être humain n'est pas complètement obtus et certaines personnes, bien sûr, tournent la tête en se posant pas les questions, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions auxquelles je leur apporte des réponses qui leur permettent d'avoir une vision un peu différente, et entre eux ils en parlent pour un peu réfléchir. Donc il y a des gens quand même qui réfléchissent, et là j'ai la nièce de ma femme en fait, Cassandra, qui a fait un exposé sur mon livre et qui a eu 17 et demi de moyenne par rapport à l'exposé, et donc ils vont me demander certainement de réagir à travers leur école, et je trouve ça beau. Donc il y a une démarche qui est assez surprenante des jeunes, et je suis assez content de cette démarche. Oui. Non, parce que je sais que moi, à l'âge où j'étais à l'école, si quelqu'un était venu témoigner dans ma classe, j'aurais été vraiment heureux, parce que je me posais des questions. Mais bien sûr, c'est ça un peu, c'est pour ça que c'est un peu mon combat, et c'est pour ça qu'à travers les médias et votre radio, je demande déjà, à travers le livre, il y a le livre à découvrir, il y a mon message, il y a des messages dans le livre. À travers ce livre, je veux faire des dons pour faire les gestes qui sauvent, et après, je demande aux gens de m'aider à essayer d'avoir le plus de gens à ma disposition pour prêter l'oreille et pour demander dans les écoles qu'on puisse avoir un témoignage, et puis qu'il y a des gens qui puissent venir, parce que de toute façon tout témoignage est bon à prendre pour les jeunes. Et je parle aussi de la sensibilité du suicide, où j'attire l'attention sur les jeunes qui comprennent bien, et en tout cas ceux que j'ai vus la dernière fois ont bien compris le message, et on pointé du doigt ce message. Tout à fait. Tous ces phénomènes je vais pas les citer, mais tous ces réseaux sociaux, ces internets où ils se font du mal à travers des choses qu'ils ne devraient pas faire. Voilà, donc j'attire leur attention, et il faut pas être ni le bourreau de quelqu'un, ni être la victime de quelqu'un. Voilà, c'est un peu la démarche que je veux faire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, les médias, et c'est pour ça que j'ai besoin des parents et des écoles, bien évidemment. Jean-Paul Duc, pour terminer, est-ce que vous avez un message final adressé aux auditeurs? Pour terminer aux auditeurs, le message, je crois que je l'ai donné, et je les remercie beaucoup pour leur écoute, et ça me fait bien plaisir de passer à travers votre radio, et voilà, aidez-moi le plus possible, parce que c'est vrai que j'ai besoin de vous comme vous pouvez avoir besoin de moi, et je veux leur dire qu'ils vivent et qu'on regarde tous un peu plus loin que le bout de son nez, et que ça ne fera pas de mal de découvrir une terre sur laquelle on est, et qui est belle et riche en émotions. Jean-Paul Duc, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère, de nous avoir fait partager votre expérience, et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.